Je m'appelle Mathieu et j'étais fiancé à Camille depuis 3 mois lorsqu'elle a demandé la signature d'un contrat de mariage en séparation de biens, un document qui, au final, allait surtout me protéger d'elle plutôt que l'inverse. J'ai passé 3 mois à organiser un mariage qui n'allait jamais durer, tout cela parce qu'elle n'a pas supporté de découvrir qu'elle s'était complètement trompée sur ma situation financière réelle. Ma famille possède plusieurs entreprises dans la région lyonnaise, principalement une petite chaîne de centres de stockage et quelques activités de logistique. Le genre d'entreprise un peu ennuyeuse mais qui génère des revenus stables et prennent de la valeur avec le temps si l'on gère bien ses dépenses. Étant le fils unique avec 2 sœurs qui ont choisi des carrières totalement étrangères aux affaires familiales, j'ai commencé à recevoir des actifs importants dès le milieu de ma vingtaine, notamment des biens immobiliers à mon nom. Des parts dans les entreprises familiales et des comptes de placement mis en place par mes grands-parents. À 30 ans, je possédais une fortune substantielle sur le papier, même si j'occupais un poste tout à fait normal de responsable logistique. J'ai toujours cultivé une certaine discrétion, conduisant une Peugeot 308 sobre et facile à entretenir, vivant dans un appartement charmant mais sans ostentation, et m'habillant dans des magasins de prêt-à-porter classiques sans jamais me vanter de mon argent ni étaler ma richesse. C'était en partie dû à ma personnalité naturellement réservée, mais c'était aussi un choix délibéré car j'avais vu à quel point les gens changent d'attitude quand ils savent que vous avez de l'argent. Comment les relations peuvent devenir transactionnelles et combien il devient difficile de savoir qui vous apprécie pour vous-même ou pour vos ressources. J'ai rencontré Camille par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un dîner décontracté plus de 3 ans avant cette fameuse conversation sur le contrat de mariage. Elle travaillait dans le milieu des arts et du design, créant des supports de communication pour des institutions culturelles et des musées. Elle était magnifique, avec des traits marqués, un style créatif et une grande éloquence, affichant une belle confiance en sa carrière et son parcours de vie. J'aimais le fait qu'elle semble avoir les pieds sur terre malgré un milieu professionnel souvent associé à la prétention, et elle ne semblait pas particulièrement impressionnée par les apparences ou les biens matériels. En somme, elle semblait valoriser l'authenticité au-dessus de tout. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons pris notre temps, ayant tous deux des carrières exigeantes, ce qui faisait que nous nous voyions surtout le week-end. J'ai gardé mon appartement, elle a gardé le sien, et nous alternions les séjours l'un chez l'autre, préservant notre indépendance tout en construisant notre relation. Tout semblait sain, avec une bonne communication, des valeurs compatibles et des visions similaires sur les grandes questions de la vie. Après environ 2 ans, je l'ai demandé en mariage et elle a accepté avec enthousiasme, nous lançant alors dans les préparatifs pour l'année suivante. Tout au long de notre relation, je n'avais jamais explicitement caché la fortune de ma famille, mais je ne l'avais jamais mise en avant non plus. Si on m'interrogeait sur mes parents, je disais simplement qu'ils possédaient quelques entreprises, et si on parlait de mes finances, je répondais que j'étais à l'aise et que je participais aux activités familiales. Mais comme je conduisais ma Peugeot, vivais dans mon petit appartement et travaillais dur, rien dans mon train de vie ne laissait deviner l'ampleur de mon patrimoine. Camille avait sa propre carrière et son indépendance financière, gagnant correctement sa vie grâce à son travail de designer, possédant sa propre voiture et son propre appartement, et nous partagions les frais équitablement quand nous étions ensemble. Environ 2 mois avant la date prévue du mariage, lors d'un dîner un vendredi soir dans un bon restaurant du centre-ville de Lyon. Camille m'a dit nonchalamment entre 2 verres de vin qu'elle avait réfléchi et qu'elle souhaitait établir un contrat de mariage pour que nous gardions nos finances séparées. Ma réaction intérieure immédiate fut un immense soulagement car j'envisageais de suggérer la même chose depuis des mois. Mes parents m'avaient d'ailleurs pressé à plusieurs reprises de protéger les actifs familiaux et s'étaient proposé de payer un notaire pour rédiger un document complet, mais j'hésitais à aborder le sujet. Craignant que Camille n'y voie un manque de confiance ou le signe que je prévoyais déjà l'échec de notre union. Alors, quand elle l'a suggéré elle-même, j'ai senti un poids s'envoler. J'ai acquiescé immédiatement en lui disant que c'était une excellente idée, ce qui sembla lui plaire. Elle a ajouté qu'il était important pour un couple moderne de maintenir son indépendance financière, qu'elle avait toujours été autonome et voulait le rester. J'étais totalement d'accord, lui confirmant que je respectais son indépendance et que la séparation de biens faisait tout à fait sens. Dans les jours qui ont suivi, Camille a demandé à son conseil de rédiger un projet de contrat, un document de base stipulant que les biens que chacun apportait au mariage resteraient individuels, tandis que ce que nous acquérions ensemble pendant le mariage serait partagé en cas de divorce. J'ai soumis ce projet au notaire de ma famille qui, après une lecture attentive, a recommandé plusieurs ajouts, notamment des clauses spécifiques concernant les entreprises familiales et les SCI, énumérant précisément les comptes de placement pour rendre le tout juridiquement inattaquable. Il y a eu plusieurs allers-retours entre le notaire et le conseil de Camille, et nous avons fini par aboutir à un document exhaustif et clair.
Camille semblait d'accord avec tous les changements, son conseil lui ayant apparemment expliqué qu'il s'agissait de clauses de protection standard et qu'un contrat devait être détaillé pour être efficace. Nous avons tous les deux signé l'acte devant notaire environ un mois avant le mariage. Camille supposait manifestement que nous étions sur un pied d'égalité financière et que ce contrat protégeait son activité de design et ses économies autant que les miennes. Je n'ai pas corrigé cette hypothèse, mais je ne l'ai pas créée non plus car je n'avais jamais menti sur mes finances, je n'avais simplement pas donné de détails inutiles. Nous nous sommes mariés en toute discrétion, entourés seulement de la famille et des amis proches, lors d'une belle cérémonie dans un hôtel de charme avec une réception élégante mais sans faste excessif. Juste après le mariage, nous nous sommes installés dans une maison plus spacieuse dans un quartier résidentiel huppé. Camille a supposé que je l'avais achetée récemment pour notre vie commune, alors qu'en réalité, cette maison faisait partie du patrimoine immobilier de ma famille depuis des années et était en location jusqu'à ce qu'elle se libère au moment de mes fiançailles. Mes parents avaient estimé que c'était un beau cadeau de mariage, mais je n'ai rien expliqué de tout cela, laissant Camille penser que nous construisions notre foyer ensemble. Notre vie après le mariage était confortable mais restait simple. Camille suggérait parfois des améliorations, comme changer le mobilier du salon pour du haut de gamme, acheter une deuxième voiture plus luxueuse ou partir en vacances dans des palaces, mais je temporisais doucement. Expliquant que je préférais épargner et investir car j'étais de la vieille école concernant les dépenses et privilégiais la sécurité financière au luxe ostentatoire. Elle me taquinait sur mon côté trop prudent pour un homme de la trentaine, mais elle finissait par accepter ma préférence pour un train de vie modéré. Quelques mois après le mariage, Camille a mentionné au passage que ses grands-parents étaient assez aisés, ayant accumulé un certain patrimoine grâce à l'immobilier, et qu'ils prévoyaient de laisser des héritages conséquents à leurs petits-enfants. J'ai souri en lui disant que c'était merveilleux pour elle, tout en notant l'information sans y accorder d'importance particulière, car je n'avais jamais été intéressé par l'argent d'une femme ou de sa famille. Camille aurait pu être issue d'un milieu pauvre ou richissime, cela n'aurait rien changé à mes sentiments. La vie continuait agréablement jusqu'à ce que je doive m'absenter pour le travail lors d'un voyage de 3 jours à Marseille pour des négociations de contrats importantes avec un gros client de notre pôle logistique. Je suis parti un mardi matin et suis rentré le vendredi après-midi. En arrivant, j'ai tout de suite senti que l'atmosphère avait changé. Camille était polie mais glaciale, son salut était machinal plutôt que chaleureux, et son langage corporel était totalement fermé. Ce soir-là, j'ai remarqué qu'elle était allée dans mon bureau à la maison car certains dossiers avaient été déplacés et des papiers que j'avais laissés dans un certain ordre étaient désormais rangés différemment. Je n'ai rien dit sur le moment, mais je savais qu'elle avait vu des choses qu'elle n'était pas censée voir. Mon bureau contenait des classeurs relatifs aux entreprises familiales, des résumés de portefeuilles montrant la valeur des propriétés, des relevés de comptes de placement et des documents juridiques détaillant les structures de propriété que ma famille avait mises en place au fil des ans. J'avais gardé ces documents dans mon bureau sans penser qu'il fallait les cacher dans un coffre-fort, n'imaginant jamais que ma propre femme fouillerait dans mes papiers personnels. Pourtant, durant mon absence de 3 jours, c'est précisément ce qu'elle avait fait. 2 soirs après mon retour, Camille a fini par prendre la parole en venant me trouver dans le salon pour me demander de but en blanc pourquoi je ne lui avais jamais dit combien je pesais financièrement. Je l'ai regardé, sincèrement confus, en lui répondant que je n'avais rien caché mais que je ne pensais pas que l'argent soit le socle de notre relation. Camille s'est mise en colère, affirmant que je l'avais piégée pour lui faire signer le contrat de mariage, qu'elle pensait que nous étions égaux financièrement et que je l'avais laissé croire que j'étais juste un gars ordinaire avec un boulot ordinaire. Je suis resté calme, lui rappelant que c'était elle qui avait voulu ce contrat de séparation de biens, qu'elle avait elle-même insisté pour que tout reste séparé et que j'avais accepté car cela semblait judicieux pour nous deux, et non pour lui tendre un piège. Elle a insisté sur le fait qu'elle m'imaginait dotée d'un patrimoine similaire au sien et qu'en ne divulguant pas l'intégralité de ma situation financière, je l'avais essentiellement trompée. Je lui ai alors demandé ce qu'elle aurait fait différemment si elle avait su pour la fortune de ma famille, mais elle n'a pas répondu, se contentant de me fixer avec un mélange de colère et de ce qui ressemblait à un sentiment de trahison. Pourtant, la question restait en suspens, aurait-elle exigé un contrat différent qui lui donnerait accès à mes actifs ? Aurait-elle vu notre relation sous un angle purement financier ? Aurait-elle attendu de moi que je finance un train de vie bien plus luxueux ? Quelle que soit la réponse, il était clair qu'elle n'aurait pas agi de la même manière. Sa réaction prouvait que l'argent de ma famille comptait énormément dans sa vision de notre couple. Après cette conversation, rien ne fut plus jamais pareil entre nous. Camille a commencé à s'éloigner émotionnellement, se montrant moins affectueuse et plus silencieuse. Quand elle parlait, c'était souvent pour se plaindre de choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant.
J'ai essayé de combler le fossé, de comprendre son point de vue et de discuter de ce qui n'allait vraiment pas, mais chaque tentative semblait forcée. Elle rejetait mes avances, tant émotionnelles que physiques, se détournant quand je voulais la toucher avec tendresse et coupant court à toute discussion sur notre relation. Une nuit, alors que j'essayais d'initier une certaine intimité, elle m'a rejeté froidement et s'est retournée dans le lit sans un mot d'explication. Je suis resté là, dans le noir, réalisant la vérité amère, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'orgueil. Camille ne supportait pas de s'être trompée sur toute la ligne, de réaliser que le contrat qu'elle avait conçu pour protéger son indépendance financière protégeait en réalité mon patrimoine bien plus vaste. Elle avait accidentellement créé la structure juridique exacte qui l'empêchait d'accéder à une richesse dont elle ignorait l'existence au moment de la signature. Au fil des mois, Camille est devenue de plus en plus distante et agitée, lançant des remarques blessantes sur la façon dont je l'aurais manipulée et prêtant des intentions malveillantes à mes gestes les plus innocents. Elle m'a dit une fois que je devais avoir adoré la regarder signer ce contrat de mariage, que je devais rire intérieurement pendant qu'elle se pensait si intelligente et indépendante. Je suis resté silencieux car il n'y a rien à gagner face à quelqu'un qui a déjà décidé de se poser en victime. Le manque de respect subtil s'est transformé en commentaires passifs-agressifs et en une indifférence totale envers tout ce que je disais ou faisais, tandis qu'elle commençait à sortir le soir sans jamais m'expliquer où elle allait ni avec qui elle était. Environ 2 ans après notre mariage, les grands-parents de Camille sont décédés à quelques mois d'intervalle et elle a hérité de ce qu'elle avait prévu, à savoir des biens immobiliers et des investissements substantiels. Je l'ai félicitée sincèrement, lui disant que j'étais heureux que ses grands-parents l'aient mise à l'abri et qu'elle méritait leur générosité, mais Camille n'a même pas souri. Elle m'a juste lancé un regard qui signifiait clairement qu'elle comparait son héritage à ce qu'elle imaginait de ma fortune, et cette comparaison, bien que son héritage soit important selon les standards habituels, a empoisonné la joie qu'elle aurait pu ressentir. La chaleur qui habitait autrefois notre foyer avait totalement disparu, laissant place à une tension sourde entre 2 personnes occupant le même espace mais vivant des vies séparées. Un soir, Camille m'a annoncé qu'elle avait consulté un avocat qui lui aurait dit qu'elle pourrait avoir signé le contrat de mariage sous de fausses suppositions. J'ai hoché la tête lentement en lui demandant si elle parlait des suppositions qu'elle s'était elle-même forgées, étant donné que je ne lui avais jamais dit que je n'avais pas d'argent et que je n'avais jamais fait de fausses déclarations. M'étant contenté de vivre modestement sans lui imposer des informations qu'elle n'avait jamais demandées. Elle est partie furieuse, refusant d'entendre qu'elle s'était peut-être trompée seule plutôt que d'avoir été déçue par moi. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce pour motif de différends irréconciliables. Je n'ai pas contesté car je ne voyais aucun intérêt à essayer de sauver un mariage où ma femme éprouvait du ressentiment à mon égard pour avoir de l'argent que je n'avais jamais étalé. L'avocat de Camille a tenté de faire valoir que le contrat de mariage avait été signé sous des prétextes fallacieux et que j'avais manqué à mon obligation de transparence, demandant l'annulation du document. Mon notaire et mon avocat ont répliqué avec des preuves montrant que c'était Camille qui avait initié la demande de contrat, que son propre conseil avait revu et approuvé chaque terme, et que je n'avais fait aucune déclaration mensongère sur mes finances. Le contrat a été totalement maintenu, le juge ne trouvant aucune base légale pour son invalidation. Ainsi, les biens que chacun avait apportés au mariage sont restés individuels et nous avons simplement divisé les quelques possessions acquises ensemble durant ces 2 années. Camille a déménagé en emportant ce qui lui appartenait, et comme nous n'avions pas d'enfants, il n'y a pas eu de complications de garde, juste la dissolution d'un mariage court qui était mort le jour où elle avait découvert que je n'étais pas celui qu'elle avait imaginé. Des mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que la famille de Camille l'avait poussée à divorcer, espérant trouver une faille juridique dans le contrat pour obtenir une part de ma fortune. Et qu'ils avaient été très déçus quand il est devenu clair qu'elle repartirait avec exactement ce qu'elle avait apporté. Même après le divorce, Camille a continué de se poser en victime, racontant à qui voulait l'entendre que je l'avais piégée, mais je n'ai jamais répondu publiquement car ceux qui me connaissent savent la vérité et la vie des autres m'importe peu. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et à la façon dont un contrat censé nous protéger tous les deux a fini par exposer la faille fondamentale de notre relation. Camille voulait que tout soit séparé, ce sont ses propres mots, et je pensais qu'elle parlait de finances par amour de l'indépendance, mais il s'est avéré qu'elle le voulait aussi émotionnellement, cherchant la sécurité du mariage sans vouloir vraiment s'unir à ma vie. L'ironie de l'histoire est que le contrat a fonctionné exactement comme prévu, protégeant nos actifs prémaritaux respectifs, mais alors qu'elle pensait se protéger de moi. Le contrat m'a protégé de son ressentiment lorsqu'elle a réalisé qu'elle s'était elle-même fermé les portes d'une richesse qu'elle aurait aimé s'approprier. Je comprends maintenant que certaines personnes voient les relations de manière purement transactionnelle et que Camille, tout en prônant l'indépendance, voyait notre union à travers un prisme financier.
J'ai appris que garder sa fortune privée n'est pas la même chose que de mentir, et que si Camille a interprété ma discrétion comme une tromperie, c'est parce que sa réaction face à ma réussite n'était pas la joie mais la jalousie, révélant ainsi sa véritable nature. On ne peut pas raisonner quelqu'un qui a déjà décidé d'être une victime, et quand quelqu'un insiste pour que tout soit séparé, il faut le croire sur parole. Certains pensent que j'aurais dû être plus transparent plus tôt, mais je ne suis pas d'accord car je n'ai jamais prétendu être pauvre, j'ai juste vécu selon mes moyens sans laisser l'argent de ma famille définir qui je suis, car je voulais être aimé pour ma personne et non pour mon compte en banque. Camille avait toutes les occasions de poser des questions sur mes finances durant nos préparatifs de mariage, mais elle a préféré se baser sur des suppositions liées à mon train de vie et m'a ensuite blâmé pour ne pas avoir corrigé des pensées qu'elle n'avait jamais exprimées. Je ne regrette ni le divorce ni l'efficacité de ce contrat, je regrette seulement le temps passé avec quelqu'un qui privilégiait la situation financière au détriment du partenariat amoureux. La vérité est que je n'aurais jamais changé notre style de vie même si elle avait su pour ma fortune, nous aurions vécu dans la même maison et conduit les mêmes voitures. La seule chose qui aurait changé aurait été son attitude et son sentiment d'exigence vis-à-vis de ressources que j'avais passé ma vie à garder privées. Ce n'était pas de l'amour, mais une vision transactionnelle déguisée en mariage, et le contrat a finalement rempli sa mission, me protéger de quelqu'un qui accordait plus de valeur à mes biens qu'à ma personne. Camille a choisi la séparation, puis le ressentiment, et enfin la victimisation au lieu d'assumer d'avoir obtenu exactement ce qu'elle avait demandé, et c'était son choix.